את גורלי ואני גורלך. Do it for the drama, don't do it for the fame. You want to be my הנה הוא. שלח עוד משהו. Bienvenue sur Mag, on a la chance d'être avec Nadav Lapid, réalisateur de Yes. Comment ça va Nadav? Ça va, ça va. Je suis content d'être à Strasbourg. Pas trop fatigué? Un peu fatigué, j'ai commencé ce matin à Tel Aviv, mais ça devenait pour moi un peu une sorte de tradition de commencer la tournée à Strasbourg. Ça s'est passé avec le film précédent, et là c'est la deuxième fois. Enfin, si tu veux tout savoir, sur l'étrange, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé dans choucroute, donc j'ai... T'as rêvé d'une choucroute? Ouais, c'est ça. Je pense, ouais, donc je pense que c'est que j'ai l'impression que je suis dans le lieu idéal pour réaliser ces fantasmes. C'est un signe. D'ailleurs, on va parler des signes qui sont derrière ton film. On va d'ailleurs commencer tout de suite par la première séquence qui est assez explosive. Et je pense tout de suite à ce baiser à 360 degrés entre Yasmine et Y. Et juste après, elle va se tourner vers la caméra et puis faire comme un signe de se taire, hein, comme si elle disait chut. Et à ce moment-là, c'est la fête décadente, obscène, où on humilie Y. C'est hyper explosif. On voit même une étoile de David qui apparaît derrière. Il y a des rabbins, l'état-major. C'est une fête décadente par excellence. Et il y a ce moment où le narrateur explique qu'il n'y a que deux mots au monde, oui et non. Lequel choisis-tu avant que tu mentionnes juste le tableau de Gross, les piliers de la société, et où il y a un parallèle qui est intéressant, puisque sur cette toile, juste pour expliquer aussi aux auditeurs, on a un nationaliste avec une cravate et une croix gammée sur cette cravate, on a un journaliste qui est derrière avec un pot de chambre sur la tête, on a les soldats, on a un petit peu toute la société allemande, hein, donc ça a été fait en 1926, donc avant le fascisme, et toi tu t'adresses directement à nous en nous demandant qu'est-ce que tu choisis en quelque sorte, et dans tes personnages, c'est ça ce qui m'a plu, il n'y a pas une écriture qui est manichéenne, pas du tout, hein, sur ce couple qui va s'autodétruire en quelque sorte, mais est-ce qu'on ne peut pas dire, au fond, que tout le monde est complice dans ton film? Dans un état qui est vraiment grave, qui est vraiment désespéré, désespérant. Ce sont des pays qui te donnent plus de bons choix. Mmh. En fait, donc les non n'est pas un choix et les oui n'est pas un choix. En fait, il n'y a pas de bons choix. Il n'y a pas de bons choix, et dans ce sens-là, il y a une forme de complicité, puisqu'on a beau pointer un doigt accusateur et en direction de ce personnage principal, ce pauvre Y, artiste qui devient clown, qui devient prostituée, et qui vend toutes ses valeurs artistiques, humaines, et politiques, et existentielles, et qui finalement perd tout lui-même, l'amour, et presque sa vie aussi. Mais je pense que le film, comme tu l'as bien décrit, le film n'est pas moralisateur dans ce sens-là. Le film n'est pas un film pédagogique ou didactique qui dit, qui est, enfin, Y, il est lâche, il est soumis, il est confus, il est perdu, il prend toutes les mauvaises décisions, mais on n'est pas du tout sûr qu'on aurait fait quelque chose de différent si on était à sa place. La question est posée d'ailleurs par lui-même dans le film quand il parle des anciennes générations, qui avant 1900, qui après, dans les années 40, 50, etc., sont arrivés en Israël, et qui c'est aussi mentionné effectivement dans le film cette impossibilité du choix, est-ce qu'ils ont légué finalement, et qui rend le choix aujourd'hui impossible. Je voudrais peut-être revenir aussi là-dessus. Quand on parlait de cette toile de George Gross, on l'appelait Propagande Dada,
Et il y a l'idée de la propagande qui traverse ton film. D'ailleurs, lui-même, à un moment, on dit que c'est la guerre des chansons. Lui-même, il dit finalement qu'il va travailler après pour la propagande, au même titre que l'état-major qu'il va rencontrer. La propagande, étymologiquement, ça signifie se propager. Et dans ton film, il y a cette idée, je pense, que ça contamine intégralement tous les personnages, même un couple aussi déluré et qui s'aime dans le film, ça se propage. On voit même d'ailleurs avec Y qui va adopter la coupe de cheveux du propagandiste. Il va devenir blond, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais montrer aussi, cette idée que la propagande, c'est très dur d'y résister? Oui, je pense que oui, par exemple, pose une des grandes questions que le film pose, qui est d'ailleurs, qui touche pas que Israël, surtout aujourd'hui avec l'état du monde, c'est qu'est-ce que ça veut dire euh, vivre ta vie? Juste vivre ta vie, juste vivre ta vie, alors que des événements pareils et se déroulent. Et, et je pense que dans Oui, on voit comment petit à petit toute la beauté disparaît. Il y a plus tout ce qui est intime est pollué par les collectifs. Ces fantasmes de créer une sorte de distinction entre le personnel et les publics, et l'individuel et le collectif, ou l'individuel et le politique, et va s'effondrer de plus en plus. Tout s'est sali, tout devient laid. Les gestes les plus purs et belles, et un petit baiser du matin d'un couple, et amener ton bébé pour le montrer, pour la mère pour la première fois, ce qui peut être plus beau et innocent que ça. Mais finalement, et l'atrocité commise par ces sociétés, et le visage atroce de ces sociétés, finalement, ces visages pénètrent les moments les plus intimes. Ça se propage, comme tu dis, et rien est sauvé, et rien est préservé. Et un peu à l'instar, pour moi, il y a cet hymne dans un moment qui est au cœur du film, parce que Y va composer l'hymne national israélien, et il y a cette parole, l'amour sanctifié par le sang. Le sang. Même l'amour est sanctifié par le sang. Ouais, effectivement, quand il y a cet hymne qui est remanié, qui est un hymne qui existe réellement, où des enfants chantent, et entre guillemets, même pas entre guillemets, littéralement souhaitent l'anéantissement de Gaza, qui vont reprendre les champs, ces terres, etc. On voit bien qu'il y a un glissement d'une partie de la société, mais qui emporte aussi l'intégralité de la société derrière, vers finalement aussi un gouvernement qui se rapproche d'une théologie, je veux dire, parce qu'il y a vraiment un mélange avec l'extrême droite israélienne qui est assez remarquable. Je voulais revenir justement aussi sur cette tentative de tes personnages de s'extraire de tout ça. Dès le début du film, Yasmine va aussi lui dire « renonce ». Arrête, quand il chante face à l'état-major, qui devient agressif, les yeux ulcérés, qui s'approchent et qui sont menaçants. Il y a cette idée que tu dis de la résignation, c'est le bonheur, résigne-toi, soumets-toi, etc., qui apparaît, mais que c'est aussi un choix impossible. Et on le voit dans tes personnages, je pense, quelque chose. C'est pas une comédie musicale, mais la musique est omniprésente et il semble chercher à fuir le silence. Moi, j'ai remarqué que les seuls moments de vérité, les moments où on a l'impression de toucher au sacré du personnage, quel qu'il soit, quand on parle du massacre du 7 octobre, le désastre, comme tu l'appelles dans ton film, comme les moments où on parle des Palestiniens, c'est des moments de silence. Et comment tu as travaillé cet aspect-là dans ton film? Je suis bien d'accord. Enfin, je pense que il y a un moment au début du film, les couples, après une nuit de débauche, de prostitution, de soumission, et les couples avec les bébés, ils sont assis sur un canapé, c'est le petit matin,
Et Jasmine, la femme, elle dit un truc du genre écoutons le silence. Mais il y a, mais il a, La musique. mais il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, Il y a pas de silence. très vite, il y a les motos, les camions, les voitures qui montent. Et en fait, le manque de silence, les chaos permanents, et parfois il y a deux chansons qui s'entrecroisent et la brutalité éternelle du son et de l'image, le fait que le cerveau est à l'infini bombardé, bombardé, bombardé. Je pense que ça devient une sorte de principe de vie et un principe existentiel, idéologique et politique, comme si s'il avait une seule seconde de silence, une petite opportunité, une petite fenêtre pour réfléchir, peut-être quelque chose aurait pu changer. Une étincelle de la résistance. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais n'importe quel brin de pensée ou de réflexion est toujours balayé par la brutalité audiovisuelle et du monde et de la réalité qui toujours prend les pouvoirs sur la pensée de l'individu. Et une subversion finalement de tout. Quand je dis une subversion de tout, on parlait de l'amour sanctifié par le sang. Je pense là tout de suite à cette colline de l'amour, je crois qu'elle s'appelle comme ça, où des gens vont, dans la réalité aussi d'ailleurs apparemment, vont grimper sur cette colline pour apercevoir les destructions de Gaza. Même cet endroit est violé de son idée première en fait. Oui, 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 tout à fait. Cette colline de l'amour, d'ailleurs, dans la réalité, en fait, la base, je pense qu'elle s'appelle comme ça, ou elle a été nommée comme ça par les soldats, parce que c'est là où ils avaient l'habitude d'amener leur amoureuse, et puisque c'est un pays isolé, et pour s'embrasser, plus que s'embrasser, mais aujourd'hui, oui, on peut s'embrasser et regarder les gazoïdes qui brûlent. Donc, tout est perverti. Je pense que tout est perverti dans les films. Comme tu dis, c'est intéressant. Enfin, le film, il a un aspect dans musical, une comédie musicale. Et il y a beaucoup de scènes, je pense, assez drôles, assez hilarantes, des danses. Mais à l'opposé, d'une certaine manière, des comédies musicales classiques, ou ces moments, je sais pas, si je pense sur Singing in the Rain, ces moments sont finalement des moments d'une pure beauté dans les films. Ces moments aussi sont une forme d'échappatoire de la vérité. On danse pour ne pas écouter, pour ne pas penser, pour ne pas réfléchir, et on danse notre aveuglement, on danse notre mensonge, on danse notre ignorance bien voulue, et on danse notre destruction. Oui, bah d'ailleurs, c'est la dernière partie de ton film qui s'appelle Le Crépuscule. Il y a un discours que je trouve très beau, parfaitement cynique, de l'état-major, qui s'exprime pas en hébreu, il s'exprime en russe. En russe, dedans, ouais, effectivement. ouais. D'ailleurs, ce serait une question tout à l'heure. Et il explique que le narrateur, à ce moment-là, qu'il a demandé à ChatGPT et à Google ce qu'était la vengeance, entre guillemets, s'il fallait céder à la vengeance. Il semblerait que même ChatGPT et Google répondent par la négative, et l'état-major revendique de s'en remettre aux sages d'Israël, comme il les appelle. Ça. Et je voudrais justement qu'on parle aussi un peu de cet aspect-là. Comment on fait aujourd'hui en Israël, si on est athée ou juste si on est croyant normalement, dans une société qui bascule vers le religieux, vers le fanatisme, à un degré extrême. Enfin, on pense à ces chants messianiques, on pense à, quand je disais, j'ai beaucoup écrit cette année sur d'autres films, israéliens ou palestiniens, Netherlands, les persécutions des réalisateurs, ou alors sur Put Your Hand in Your Soul, and Your Work aussi de Sepideh Farsi. Et cette idée d'effacer l'autre, on la retrouve maintenant partout. Et je voudrais juste raconter une anecdote assez courte. Il y a 10 ans, je suis allé à Jérusalem, et c'était peu de temps, c'était quelques années après, que sur les plages gazaouis, 4 enfants aient été bombardés par un navire israélien. Et en voyage, en discutant
avec des Israéliens, certains Israéliens de Jérusalem, et ailleurs d'ailleurs aussi. Quand j'évoquais la Palestine, certains me disaient « la Palais quoi ?» Ça n'existait pas, déjà à l'époque. Et d'autres, quand je racontais cela, en fait, c'est comme ils étaient dans l'armée, même l'infirmière, me disait « c'est la propagande, c'est pas vrai, on aide les gens, on les soigne ». Comment on fait dans une société où il y a quand même, je crois, quasiment 3 ans de service militaire, comment on fait pour résister à une telle machine qui en arrive carrément à rendre aveugle ce qui se passe à quelques kilomètres, finalement, de chez vous? J'ai envie de te dire, ne me demande pas, puisque moi, ça fait 4 ans que j'habite à Paris. Non, comment on fait? On lève les mains. On dit, enfin, à la fin de oui, sans trop révéler, mais je pense qu'on se rend compte du fait que la réponse est ni oui, ni non. Ni non. La seule réponse, c'est de partir je ne sais pas où, de partir peut-être nulle part, mais de partir. Je pense qu'on peut pas gagner contre l'esprit du moment. On peut pas gagner contre l'âme collective d'un peuple. On peut pas gagner une bataille contre on peut pas gagner contre l'histoire. Et justement, je me demandais aussi, ton personnage m'a aussi rappelé toi, parce qu'effectivement, tu vis à Paris, donc tu as quitté ton pays aussi. Et il est dans une telle impasse, ni la mort, finalement, ni une solution en soi. Déjà, vous dites qu'ils n'ont pas d'âme, parce qu'il a déjà corrompu une partie de son âme, entre guillemets. C'est ça. Et en même temps, il y a cette idée de se dire que partir, est-ce que c'est pas aussi une forme de solution? Parce que je pensais à ce désir de tes personnages, il est systématiquement contrarié, parasité, j'ai envie de dire, pas seulement par la musique, même par l'état-major qui apparaît entre eux, soit physiquement, littéralement, dans ces scènes de décadence, de partous, etc., de sexe, mais aussi, carrément en filigrane, il est toujours là, concrètement. Alors, effectivement, est-ce que c'est pas aussi quelque chose que tu voulais dire à tes compatriotes? Est-ce que tu voulais pas t'adresser à eux? Parce que tu t'adresses autant aux spectateurs à un moment où tu regardes à la caméra, enfin, les personnages regardent à la caméra et disent, de toute façon, tout le monde déteste Israël. Et à un autre moment, tu t'adresses également aux Israéliens. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire, t'adresser aussi frontalement à tes compatriotes? Et d'une certaine manière, est-ce que tu penses qu'ils auront l'occasion et la possibilité de le voir en Israël? Je peux dire une chose, je pense que avant de faire mon premier long métrage, et j'ai eu, à l'époque c'était encore, enfin, une copie 35 en pellicule et tout. J'ai eu ce fantasme de moi-même qui vagabonde entre les petits villages en Israël où il n'y a pas de salle de cinéma, qui met une sorte arrive à installer une sorte d'écran dans, je sais pas, la square centrale de toutes sortes de villages perdus, qui montre les films et qui change la course de l'histoire du pays. Ok. Moi, j'ai 2 semaines, une semaine après la sortie du film, j'ai compris à quel niveau qu'est-ce que c'est un film face à l'histoire, et comment c'est petit, comment c'est fébrile. Et on apprend tous, je pense, des cinéastes, de dire que des films changent pas les mondes, changent pas la réalité, que la seule chose qu'un film peut faire, c'est témoigner de la réalité, etc. On apprend de dire ça. En même temps, je pense que un film comme Oui n'est pas fait juste pour observer. Non. Je pense que la musique tape trop fort et la caméra tremble, bouge et est trop agitée juste pour observer. Donc, oui, évidemment, il y a chez moi ce petit espoir complètement irréel que les films secoueront des âmes à Strasbourg, mais aussi en Israël. En tout cas, moi, il m'a particulièrement touché, parce que j'ai quand même vu 2 fois, mais je voudrais peut-être rebondir aussi sur ce que tu dis. Moi, c'est une question que j'ai pu poser plusieurs fois à d'autres réalisateurs, parce qu'elle m'a traversé, depuis le 7 octobre tout particulièrement, sur la question des images.
Les images sont omniprésentes. On baigne dans un monde d'images. C'est même le principe de la propagande. Les images, on en est abreuvé. Et moi, je m'étais posé la question de me dire comment c'est possible finalement qu'une image, comme celle de la petite fille brûlée au napalm, suffise, entre guillemets, à infléchir le cours de l'opinion publique, c'est ce qu'elle pensait auparavant, et qu'aujourd'hui, on ait une surabondance d'images qui nous empêchent de réfléchir. Mais c'est peut-être possible encore de sortir de ça. Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on peut espérer? Oui, enfin, je pense encore une fois, je peux parler de mon point de vue et j'ai opté de faire ce film, de faire oui, puisque en arrivant en Israël quelques jours après le 7 octobre, j'ai regardé et j'ai vu droit face à moi enfin, les portes de l'enfer. Et c'est évident pour moi que l'enfer va s'ouvrir. Et qu'on est au seuil de quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer même dans nos pires cauchemars. Et là, en tant que cinéaste, j'avais l'impression que je n'avais même pas les choix. Mais les choix que j'avais, c'était entre tenter de suivre le plus documentaire en cherchant cette image comme tu l'as décrit dans la réalité, ou aller au plus fictionnel, et pour essayer de convoquer toute cette machine immense qui s'appelle le cinéma de fiction, l'audiovisuel, afin de contrer peut-être la machine de la guerre et du massacre. Et j'ai l'impression que dans Oui, j'ai pas fait le choix entre les oui et les non, mais j'ai utilisé les deux choix. J'ai l'impression que Oui, c'est un film qui tente au moins de mélanger entre le plus cru et vrai documentaire et les plus inventifs, fictionnels et cinématographiques, pour essayer finalement de fabriquer ce moment qui changera quelque chose. Merci Nadav, en tout cas pour cet échange. Merci beaucoup. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'après je veux aussi garder la surprise du film. Moi je pense que tu traces en tout cas une voie dans le cinéma, une voie qui est très importante aujourd'hui, voie qui est différente. Et en tout cas je t'en remercie infiniment. C'est beaucoup.